Histoire, thème 4, dynamique et rupture dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Chapitre 2, tension, mutation et crispation de la société d'ordre. Donc au quatrième, vous avez déjà étudié l'essor du commerce maritime en Europe, dans le monde, la mise en place d'une économie de plantation dans les colonies. Vous avez vu la montée en puissance d'une bourgeoisie marchande dans les ports du littoral atlantique. Dans ce chapitre, on va voir que la société française est hiérarchisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Mais les transformations économiques, démographiques et culturelles amènent de fortes tensions dans la société. Les privilèges du clergé et de la noblesse sont de plus en plus contestés, notamment par la bourgeoisie qui appartient au tiers-état, ce qui entraîne des crispations. On part donc du XVIIe siècle sous Louis XIII. Le premier point de passage concerne une révolte paysanne en 1639, la révolte des Va-nu-pieds. Et puis notre période traverse les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, et on arrive à la veille de la Révolution française. Les autres points de passage concernent les riches et les pauvres à Paris, et puis l'essor des ports atlantiques et le salon de Madame Geoffrin. Problématique, en quoi les tensions, mutations et crispations de la société d'ordre permettent de comprendre la Révolution française. Grand 1, les inégalités de la société d'ordre. Grand A, c'est une société très hiérarchisée. Une société hiérarchisée, ça veut dire qu'il y a des dominants en haut et des dominés en bas, d'où l'image de la pyramide pour traduire cette idée. On le voit ici avec les 3 ordres, le clergé, le premier ordre, 1% de la population, la noblesse, le deuxième ordre, 2%, et le tiers-état, le troisième ordre, 97%. La société d'ordre est parfaitement justifiée sous l'Ancien Régime, comme par exemple ici par Charles Loiseau, si on regarde la deuxième phrase, car nous ne pourrions pas vivre ensemble en égalité de conditions. Ainsi, il faut par nécessité que les uns commandent et que les autres obéissent. Donc le fait que les hommes naissent libres et égaux en droit est totalement étranger à l'esprit de l'Ancien Régime. La normalité, c'est l'inégalité entre les personnes. Si on regarde au milieu, c'est nécessaire pour qu'il y ait une bonne harmonie dans la société. Et c'est justifié, dernière phrase, c'est un corps à plusieurs têtes. On le divise par ordre, état. Les uns sont dédiés particulièrement au service de Dieu, le clergé. Les autres à conserver l'état par les armes, c'est-à-dire la noblesse qui fait la guerre. Les autres à le nourrir et à maintenir par l'exercice de la paix, c'est-à-dire l'agriculture. Grand B, la domination des ordres privilégiés. Les ordres privilégiés, c'est le clergé et la noblesse. Ces privilèges sont essentiellement l'exemption presque totale d'impôts directs, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres privilèges, par exemple les privilèges honorifiques pour la noblesse, comme le port de l'épée. Les paysans constituent 80% du tiers-état, et ce sont eux qui supportent essentiellement la politique fiscale, c'est-à-dire les impôts. En effet, les citadins ont obtenu au Moyen-Âge une certaine indépendance, les communes, par rapport au roi et au seigneur, et ils ne paient quasiment pas d'impôts. Donc ce sont les paysans qui paient des impôts au seigneur en bleu, au roi en rouge et au clergé, ici en vert, la dîme. Cette situation est largement critiquée à la veille de la Révolution française. Elle est considérée comme injuste et on voit ici, sur cette gravure, le paysan qui ploie sous le fardeau du clergé et de la noblesse. Et ces personnages qui sont représentés ici symbolisent le poids de l'impôt. On a ici le même type de gravure, mais c'est la version féminine.